Les États-Unis d'Amérique ont de nouveau porté une frappe massive contre l'Iran, cette fois en détruisant un pont stratégique reliant l'Iran à la Russie et à la Chine. Et ce choix de cible n'a pas été fait par hasard. En ce moment même, les États-Unis transfèrent d'urgence des avions ravitailleurs au Moyen-Orient et discutent également du déplacement de leurs bases militaires du Bahreïn et du Koweït vers l'un des déserts d'Israël. Dans ce contexte, des informations sont apparues selon lesquelles l'équipe du président américain Donald Trump envisage un scénario de campagne militaire prolongée contre l'Iran. Selon les premières informations, elle pourrait durer jusqu'à 30 jours et prévoit que les États-Unis prennent le contrôle total du détroit d'Ormuz, ainsi que contraindre l'Iran à accepter un accord nucléaire. Donald Trump lui-même, quant à lui, envoie des signaux contradictoires. D'un côté, il a averti l'Iran que les frappes seraient donc considérablement intensifiées. D'un autre côté, il a déjà déclaré aujourd'hui que l'Iran lui avait demandé de revenir à la table des négociations, donc il réfléchira à l'opportunité de poursuivre le dialogue. Mais les actes parlent plus fort que les mots. Pendant ce temps, à Téhéran, la cérémonie d'adieu au guide suprême assassiné Ali Khamenei s'achève aujourd'hui et une division commence à apparaître au sein du régime iranien. Parce que les militaires sont très mécontents du président Pezeshkian, qui a accepté d'entamer des négociations avec les États-Unis d'Amérique. Et en général, à Téhéran, on estime qu'ils n'ont pas réussi à tirer le maximum du mémorandum d'entente, mais qu'au contraire, les États-Unis les ont trompés et ont mis en place un certain stratagème dont nous allons justement discuter dans cette émission. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ce n'est pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire après avoir regardé l'émission. L'essentiel, c'est de ne pas oublier de le faire. Alors, les États-Unis d'Amérique et l'Iran se sont à nouveau échangés des coups. Commençons par cela, voyons qui a tiré où. Et comme l'a rapporté le commandement central des États-Unis, la dernière salve des troupes américaines a touché plus de 90 cibles à travers l'Iran. Les médias iraniens rapportent des explosions et des frappes dans des villes de la côte sud de l'Iran, ainsi que, ce qui est très important, dans la province septentrionale de Golestan, sur la mer Caspienne. Des explosions ont été entendues à Chabahar, une ville portuaire sur la côte nord d'Oman. À Iran-Shar, une ville du sud-est de l'Iran, l'aéroport a été attaqué. Des explosions ont également retenti à Boucher, Sirik, Jask, Kanarak, Bandar Abbas, ainsi que sur l'île d'Abu Moussa dans le golfe Persique. Mais sans doute la cible la plus importante et la plus significative cette nuit était le pont dans la ville d'Akala, située dans la province septentrionale du Golestan, au nord de l'Iran. Le fait est que le pont fait partie d'une route de transport reliant l'Iran à ses partenaires stratégiques, la Russie et la Chine. La voie ferrée qui passe par ce pont continue ensuite à travers le Turkménistan et le Kazakhstan et constitue un important corridor commercial terrestre entre l'Iran et la Chine. Son importance stratégique a augmenté après le blocus des ports iraniens dans le golfe Persique imposé cette année par les États-Unis. De plus, depuis la fin de l'année 2020, ce même itinéraire a été utilisé par la Russie pour acheminer des marchandises vers l'Iran. Autrement dit, cette nuit, les États-Unis ont frappé la logistique que la Russie et la Chine utilisent pour approvisionner le régime iranien. Et cela, comme vous pouvez l'imaginer, en dit long. D'un autre côté, les Iraniens ont prêté attention à l'attaque contre d'autres ponts, pas celui-ci en particulier. Et en général, pour les Iraniens, la frappe sur les ponts aujourd'hui avait un sens un peu différent. L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir commis un crime de guerre flagrant après les frappes contre deux autres ponts, cette fois à l'est de l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a annoncé que les militaires américains avaient frappé deux ponts dans les provinces orientales, sur la voie ferrée menant à Mekhedd. Comme vous le voyez, ils ciblent la logistique ferroviaire. L'essentiel, c'est que c'est précisément à Mekhedd, la patrie d'Ali Khamenei, qu'aujourd'hui on a transporté le corps du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et les Iraniens ont considéré cela comme un coup porté au moral, disant que les Américains voulaient en perturber les funérailles de leur guide suprême, Ali Khamenei. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont frappé ces ponts, afin que le corps du défunt vieil homme ne puisse pas être transporté dans sa ville natale, où ses funérailles ont lieu aujourd'hui. En réponse aux attaques des États-Unis, l'Iran a commencé à tirer sur ses voisins.
Les systèmes de défense aérienne de Bahreïn ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes. Et plus tôt, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré qu'en réponse à la dernière vague de frappes américaines, il avait frappé des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Rien de surprenant ici. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que ses cibles étaient en la base aérienne de Sheikh Issa à Bahreïn et la région de Jufer, où se trouve la base navale américaine. C'est la principale base de la marine américaine dans le golfe Persique, où est stationnée la fameuse 5e flotte. Au même moment, l'armée iranienne a annoncé avoir lancé des drones d'attaque contre une antenne satellite au Qatar. D'ailleurs, c'est la première fois que l'Iran reconnaît attaquer précisément le Qatar. Auparavant, je vous rappelle que le régime iranien jouait toujours les idiots et affirmait qu'il n'avait jamais attaqué le Qatar. Et il disait toujours que toutes ces attaques, ce n'étaient pas eux, que c'était les Américains qui avaient lancé ça depuis la Hongrie, ou alors les Israéliens. C'est la première fois qu'ils annoncent que oui, c'est bien eux qui ont frappé le Qatar. Au Qatar, toutes les roquettes ont été interceptées, rien n'a été touché, mais cela reste un moment très révélateur. Et ici, il faut clarifier certaines choses pour que vous ayez une vision claire de l'ensemble. Le corps des gardiens de la révolution islamique agit indépendamment des autres forces armées de l'Iran et possède sa propre armée, sa propre marine et sa propre force aérienne. Les services de renseignement, les unités des forces spéciales, les secteurs financiers et le secteur financier, etc. Son rôle consiste à préserver la République islamique et il est directement subordonné au guide suprême. C'est pourquoi les frappes du corps des gardiens de la révolution islamique et celles de l'armée iranienne sont deux choses différentes. C'est cela qu'il faut comprendre et retenir, car nous y reviendrons plus tard. En réalité, le CGRI impose ses propres conditions et mène la guerre comme il l'entend. Mais aujourd'hui, l'armée iranienne s'est également jointe à la guerre. Et dans ce contexte, un message est apparu indiquant que les désaccords internes au sein de la direction politique iranienne se sont transformés en une confrontation ouverte sur fond de reprise des hostilités entre Téhéran et Washington. Lors des cérémonies de deuil en mémoire du défunt guide suprême Ali Khamenei, le président du pays, Massoud Pezeshkian, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ont subi des agressions. Une agression de la part des partisans du corps des gardiens de la révolution islamique qui s'opposent catégoriquement à tout contact diplomatique avec l'administration de Donald Trump. Ils ont déjà offert une sorte de récompense pour l'assassinat de Trump et poursuivent cette ligne. En particulier, lors des funérailles chez de Khamenei, ces mêmes partisans du corps des gardiens de la révolution islamique se sont aujourd'hui attaqués aussi bien au président Pezeshkian qu'au ministre Araghchi. Une bagarre a éclaté, la sécurité a dû extraire ses responsables. En somme, le tableau est magnifique. Je ne vais pas le montrer ici sur YouTube, car malheureusement, YouTube commence pour une raison quelconque à bloquer ces extraits lorsque j'utilise des vidéos sur les événements en Iran, à l'intérieur de l'Iran. Si cela vous intéresse, retrouvez-le sur ma chaîne Telegram. Et maintenant, des sources dans les cercles gouvernementaux iraniens décrivent la situation actuelle à Téhéran comme un état de chaos total, où différentes forces politiques opposées mènent une lutte acharnée pour déterminer la suite à donner. Allant de la poursuite du dialogue diplomatique jusqu'au passage à une confrontation militaire à grande échelle. Déjà dans l'après-midi du 9 juillet, l'agence de presse iranienne Fars a rapporté que les habitants de la ville de Chagadak, dans la province de Boucher, avaient entendu le bruit de plusieurs explosions. Et à Chagadak se trouve une base du corps des gardiens de la révolution islamique qui avait été frappée au tout début de cette guerre, le 28 février. Mercredi, des responsables iraniens ont signalé une frappe sur un site militaire dans la région. Il est donc clair que les Américains poursuivent leur attaque aujourd'hui encore, dans la journée. 9 juillet, au même moment, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti en Jordanie après que des missiles iraniens ont violé l'espace aérien du pays. Les représentants du gouvernement jordanien ont déclaré que tous les missiles avaient été interceptés et neutralisés. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré qu'il n'avait pas lancé 10 missiles balistiques contre la Jordanie. Autrement dit, à l'heure actuelle, l'Iran a attaqué 4 pays aujourd'hui. Le Qatar, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Dans ce contexte, l'Iran retire précipitamment ses pétroliers du détroit d'Ormuz.
L'intensification des attaques dans le golfe Persique au cours des 2 derniers jours et la menace du président Donald Trump de réimposer un blocus naval dirigé par les États-Unis, incitant l'Iran à retirer ses pétroliers du détroit d'Ormuz le plus rapidement possible, tout simplement pour les préserver. Ce n'est pas tout, il faut aussi réussir à gagner de l'argent à la dernière minute, pas seulement les préserver. Au cours de la nuit dernière, alors que les Américains bombardaient l'Iran, l'Iran a expédié 10 millions de barils de pétrole et de carburant. Comme vous l'imaginez, c'est une forte augmentation. Pourquoi ? Parce que selon les données de Wind World Intelligence, jusqu'à jeudi, l'Iran a réussi à expédier au total 60 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers au cours des 3 dernières semaines. Et là, ils en ont chargé 10 millions en une seule nuit. Et maintenant, ces pétroliers chargés quittent à toute vitesse le détroit d'Ormuz. Au même moment, Trump a ressorti son vieux disque en disant que les États-Unis ont déjà gagné et que l'Iran lui demande à nouveau de reprendre les négociations. En même temps, le président des États-Unis a souligné qu'il ne savait pas encore si l'Iran méritait la conclusion d'un accord. Voici la citation. « Nous avons de nombreuses façons de gagner, mais nous avons déjà gagné sur le plan militaire. Il ne leur reste plus grand-chose, ils n'ont presque plus rien, et ils veulent tellement conclure un accord. Ils ont appelé tout récemment, ils veulent vraiment conclure un accord. Je ne sais tout simplement pas s'ils méritent de conclure un tel accord. Je ne sais pas s'ils respecteront cet accord. Voilà le problème. S'ils veulent conclure un accord, alors pourquoi, à votre avis, ont-ils attaqué des navires commerciaux ? Parce que, pour être honnête, ça semblait fou. Ils ont un peu perdu le contrôle, mais ils veulent vraiment conclure un accord. Mais en réalité, il ne semble pas vraiment que l'Iran ait demandé à conclure un accord, et que Trump était vraiment prêt à faire la paix. Axios indique que la Maison-Blanche se prépare à un possible échange de frappes avec l'Iran pouvant durer plusieurs jours ou semaines. La durée et l'ampleur de la nouvelle campagne dépendront entièrement des actions futures de Téhéran. C'est ce qu'ont déclaré des responsables américains, mais ils ont ajouté qu'une nouvelle phase probable de la guerre aura bien lieu, et elle sera assez longue. Comme l'écrit Axios, la guerre qui avait commencé dans le but d'affaiblir le potentiel balistique de l'Iran et de détruire les restes de son programme nucléaire s'est transformée en une lutte sans fin pour le détroit d'Ormuz, le nœud énergétique le plus important du monde. En fait, la situation a évolué de telle sorte qu'on a commencé avec un objectif, mais on a fini par se retrouver dans des conditions énergétiques complètement différentes. Le détroit d'Ormuz, en fait, la situation a évolué de telle sorte qu'on a commencé avec un objectif, on a terminé, et voilà. Un responsable américain a déclaré que l'escalade actuelle pourrait durer un jour, 2, une semaine ou un mois, selon que l'Iran poursuive ou non ses attaques contre les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Les négociations diplomatiques sont pour l'instant dans l'impasse, et la pression militaire est redevenue un élément central de la stratégie du président Trump. Mercredi, Trump a déclaré que la trêve de 60 jours prévue dans le mémorandum d'entente était terminée. Je rappelle toutefois que lorsque ce mémorandum a été signé, Trump avait déclaré que ce délai équivalait à une capitulation. Il disait que lorsque l'Iran avait signé ce mémorandum, il avait capitulé dans la guerre. Et voilà, comme vous le voyez, entre la capitulation et la clôture, ou comme Trump le dit, la fin du mémorandum, il s'est écoulé combien de temps ? 3 semaines. Eh bien, un peu plus de 3 semaines. Ensuite, comme vous vous en souvenez, les États-Unis ont mené une seconde série de frappes près du détroit d'Ormuz, incluant pour la première fois depuis des mois des attaques sur des infrastructures en Iran, marquant une escalade. L'Iran a répondu par une attaque contre les bases américaines dans la région, après quoi Trump a laissé entendre que les États-Unis étaient prêts à une désescalade. D'un autre côté, le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé les États-Unis d'intimidation et de non-respect de leurs promesses et a averti que le détroit d'Ormuz ne serait ouvert qu'aux conditions de Téhéran. Voici sa citation. « Si vous frappez, vous serez frappé en retour. Le détroit d'Ormuz ne sera ouvert que sur la base d'accords iraniens et non de menaces américaines. » Il est évident que pour l'Iran, le maintien du contrôle sur le détroit est devenu un objectif clé de tout accord visant à mettre fin à la guerre. Cette question constituait une disposition clé du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, et les interprétations contradictoires des dispositions concernant le détroit entraînent désormais l'échec de l'accord. C'est ce dont nous avons parlé hier, je ne vais pas me répéter ici, hier j'ai tout expliqué en détail, sur quoi portaient l'emporta les contradictions.
Le mémorandum d'entente oblige l'Iran à garantir le passage sécurisé des navires par le détroit d'Ormuz, mais peu de temps après sa signature, les responsables iraniens ont accusé les États-Unis de violer l'accord. Pourquoi ? Parce que les Américains ont commencé à faire passer des navires à la sortie du golfe Persique par la route sud du détroit d'Ormuz, près des côtes d'Oman, sans l'approbation de Téhéran. Et Téhéran pensait que désormais les navires ne passeraient que le long de ses côtes. Maintenant, à la Maison-Blanche, on dit que, comme la plupart des pétroliers qui étaient bloqués dans le golfe Persique en sont déjà sortis, l'armée américaine est prête à reprendre la guerre. Cela a atténué les craintes au sein de l'administration Trump que la reprise du conflit provoquerait immédiatement une forte hausse des prix du pétrole. Pour être franc, l'Iran a senti que ses positions dans le détroit d'Ormuz s'affaiblissaient, car des centaines de navires empruntent la route sud près des côtes d'Oman. Et Téhéran ne peut rien y faire. De plus, malgré la levée des sanctions américaines, l'Iran avait du mal à vendre son pétrole car les institutions financières n'approuvaient pas les transactions et de nombreux pays hésitaient à compter sur des exemptions temporaires aux sanctions. En principe, les sanctions ont été levées, mais beaucoup ont commencé à se détourner et à dire « Eh bien, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à coopérer avec l'Iran, parce qu'après, on risque d'avoir des ennuis pour avoir travaillé avec eux. » Les avoirs iraniens gelés n'ont pas été débloqués, car l'Iran n'avait pas encore pris les mesures nucléaires prévues par cet accord. De plus, pendant la durée de la trêve, selon les responsables, l'accord cadre conclu avec la médiation des États-Unis entre Israël et le Liban a rendu la partie libanaise du protocole d'accord avec l'Iran inutile. Finalement, l'aile militaire du régime à Téhéran a eu le sentiment d'avoir été complètement trompée, comme ils le disent eux-mêmes. Au final, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré que la position des États-Unis est très simple. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, et si ce n'est pas le cas, les Américains sont prêts à bombarder l'Iran indéfiniment. Voici la citation de Vance. « S'ils essaient de le fermer, l'armée américaine ripostera. Ils peuvent soit suivre ce plan, soit il leur arrivera la même chose que ce qui leur est arrivé la nuit dernière. Cela continuera jusqu'à ce qu'ils ouvrent ce corridor et arrêtent de tirer sur les navires. Mais il est également important de se rappeler que, à moins qu'un plan non conventionnel auquel personne n'a pensé n'apparaisse, Donald Trump n'a pas tant d'options que ça et celle-ci pourrait-il ne pas fonctionner. Et maintenant, toute la situation ressemble à cette fameuse illusion d'optique, vous savez, connue sous le nom d'escalier de Penrose. C'est cet escalier qui monte et descend à l'infini, mais qui finit toujours au même endroit. La situation au détroit d'Ormuz du Nord et la guerre de Donald Trump contre l'Iran me rappellent l'illusion d'optique de l'escalier de Penrose, c'est-à-dire tout le temps en rond, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en rond, mais ça revient toujours au même point. Voilà, la situation est identique actuellement. En fait, Trump pourrait maintenant donner l'ordre d'une escalade massive. Il pourrait envisager des frappes aériennes contre les infrastructures civiles de l'Iran ou des centrales électriques, ou une invasion des zones côtières le long du détroit d'Ormuz pour repousser les forces iraniennes. Une autre option serait une opération visant à s'emparer du centre pétrolier iranien sur l'île de Karg, mais les coûts pourraient être énormes et cela pourrait provoquer une récession économique qu'il essayait d'éviter en signant le mémorandum d'entente. Le fait que la prise de l'île de Karg par l'infanterie de marine ou les forces spéciales pourrait entraîner d'énormes pertes parmi les militaires américains. L'élargissement des cibles en Iran provoque des représailles contre les alliés des États-Unis dans le golfe Persique et les bases américaines dans la région. Et encore une fois, comme lors de la première phase de la guerre, il est tout à fait probable que l'Iran commence à frapper les installations pétrolières et gazières, ce qui pourrait provoquer une crise énergétique mondiale, ce que Trump ne veut toujours pas. D'un autre côté, il n'est pas certain qu'une guerre à grande échelle puisse même détruire la capacité de l'Iran à menacer le détroit d'Ormuz, étant donné que littéralement quelques drones peuvent arrêter la navigation commerciale, et cela depuis des lieux de lancement situés à de très nombreux kilomètres du port. Autrement dit, on peut bien sûr nettoyer la zone côtière de l'Iran, mais cela n'exclut pas le fait que des drones peuvent toujours être lancés de loin et, encore une fois, paralyser le détroit d'Ormuz. Et dans cette situation, l'amiral américain à la retraite James Stavridis a présenté aujourd'hui un plan qui, semble-t-il, était évident depuis longtemps. Voici la citation.
Honnêtement, je ne pense pas que nous puissions capturer l'île de Karg, mais nous pourrions la bloquer. Ce serait la fin. Les militaires iraniens. En réaction, l'Iran pourrait prendre des mesures sévères. Mais peut-être que la pression économique sur l'Iran amènera le régime à se demander s'il peut supporter indéfiniment les conséquences politiques d'une économie détruite. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis ont déjà commencé à redéployer au Moyen-Orient leurs avions ravitailleurs militaires qui avaient été temporairement transférés en Europe la semaine précédente. De son côté, les forces de défense israéliennes sont également en état d'alerte renforcé face à une possible escalade majeure. Le chef d'état-major général d'Israël a tenu au cours des dernières 24 heures une série de réunions d'urgence avec la direction du renseignement militaire, de l'armée de l'air et du commandement opérationnel, tout en assurant une coordination directe et continue avec le commandement central des forces armées américaines et le ministère de la Défense à Washington. Nous nous retrouvons donc à nouveau à la croisée des chemins, soit la guerre, soit de nouvelles négociations, ou peut-être les deux en même temps. Je m'arrête ici. Donnez votre avis en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.